bonjour. Vous êtes sur le plateau du sénateur, le grand formant. Et ce dimanche, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la visite d'un grand monsieur chez moi, monsieur Augustin Mukamba, qui est le président de la communauté congolaise de Renan, ouest lausannois, comme maintenant beaucoup de Congolais de la Suisse ont souhaité à ce que nous puissions l'appeler ainsi, donc rajouter cette nominative-là de l'Ouest lausannois. Voilà, parce que nous avions vécu un drame ici, où nous avons perdu un de nos membres, ou une de nos membres, au nom de Lili Malonda. Et beaucoup de ces personnes qui se sont déplacées ont souhaité à ce que nous puissions, en tout cas, la partie ouest lausannoise puisse être intégrée dans la communauté congolaise des Renan. Bonsoir, monsieur Augustin Mukamba. Bonsoir, cher sénateur. Voilà, bienvenue. Hein? Le plaisir est pour moi d'être reçu, d'être à l'honneur, d'être reçu. Pour la première fois, c'est la première personne qui soit reçue dans cette... La première fois dans, je dirais, les somptueux appartements, tout neuf, tout beau, pour justement inaugurer ce que nous avons envie de faire, ce que nous faisons toujours pour notre communauté. Voilà, pour la communauté. Voilà, nous allons essayer, avec votre permission, hein, votre autorisation, de voir un peu la situation d'ici et de notre pays aussi. Donc d'ici, quand j'attends d'ici, c'est-à-dire en Suisse, et en particulier vers la partie où nous habitons, là où nous sommes, hein, entre Renan, Crissier, Bussiné, tout ça. Donc, comment ça se comporte, la communauté congolaise des Renan? Nous sommes là. Nous sommes là. C'est une communauté, comme tu l'as dit. Il y a des venants, il y a de ceux-là qui partent, il y a des naissances, il y a des décès, il y a ceux qui grandissent, ceux qui poussent en âge. Il y a, voilà, c'est vraiment la communauté avec ses réalités. Voilà. La communauté avec ses réalités. Et ce soir, tu as voulu rendre visite à un de tes nouveaux. Hein? Je ne dirais pas nouveau parce que, en fait, il y a des gens qui ont une identité, je dirais, plus que nationale. Ouais. Quand on les voit, on ne sait pas les classer, il est d'où. Tout ce qu'on sait, c'est un patriote. Tout ce qu'on sait, c'est un natif du pays. Tout ce qu'on sait, c'est quelqu'un qui vit pour les autres. Voilà quelqu'un qui vit pour les autres. Tel est le cas d'Augustin Mukamba et moi-même, le sénateur de Lausanne. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, parce que nous l'avons annoncé, hein, la prestation ou l'investiture du président, le 5e président de la République démocratique du Congo, qui est en son 2e mandat. Comment vous avez trouvé les élections en quelques minutes, en quelques secondes ou minutes, hein? Comment vous les avez trouvées, les élections présidentielles? Il y a eu 26 concurrents et M. Fachi Félix, hein, pour ne pas, avec tous les respects, M. Félix Tshisekedi a obtenu 73, qui était annoncé en premier lieu en 34%, et il est passé de 73 en 73. Donc il a gagné encore quelques voix vers la Cour constitutionnelle. Comment vous avez trouvé ces élections-là? Premièrement, je crois que ça serait ma première prise de parole après élection. J'avais promis de ne pas être parti pris, de jouer vraiment à la société civile, accompagner la population à ces processus. Chose que j'ai faite, j'ai réussi, je n'ai pas réussi, mais moi, je suis fidèle à ce que j'avais promis. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on ne doit pas se les mentir, ce sont les élections de la honte. Avec les preuves accablantes qui sont montrées, la reconnaissance même de la CENI, parce qu'il faut dire que c'est la responsabilité de la CENI, il faut le dire à haute voix, d'organiser les élections, sa reconnaissance, en plus son forcing, sa manière de faire, c'est-à-dire
invalider certains candidats ou certaines candidates, c'est d'office un mea culpa, une reconnaissance. Mais pourquoi vous appelez ça forcing? C'est un forcing parce que dans la situation normale, quand il y a quelque chose qui vient entraver la véracité, la légitimité, la crédibilité, tout de suite on arrête. Tout de suite. C'est pour justement permettre à ce que l'heureux, comme on dit, gagnant, puisse vivre son pouvoir avec, je dirais, avec dignité. L'impérium et les deux pouvoirs. Exact. En fait. Vivre les pouvoirs avec dignité. Oui. Donc, avoir son impérium avec dignité. Or, au stade actuel, à tous les niveaux, à tous les participants de cette élection, ils auront du mal à vivre la légitimité et la crédibilité. Je dis bien tous les candidats. Tant national ou international? Parce que nous avons quand même vu plusieurs chefs d'État africains et les délégués du monde, les représentants français étaient présents, les Américains étaient présents, donc ils ont attesté quand même. D'abord, les élections, c'est un problème interne. Interne, voilà. Donc, les autres ne viendront que écouter ce que vous leur dites, ils n'ont pas à s'ingérer. Bien qu'on parle de l'ingérence internationale, mais en réalité, c'est d'abord un problème interne, un processus interne. Donc, qu'il y ait des gens qui viennent ou pas, à l'interne, on s'en fout. Mais comme le dit mon frère César Nadi, jusqu'au 20, c'était qu'en samedi, la prestation de serment a eu lieu devant la Cour constitutionnelle et les témoins, sans qu'il y ait une certaine contestation, voilà. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et j'en profite, puisque tout le monde est d'accord, j'en profite maintenant pour féliciter les présidents élus. Parce que ce n'est pas moi qui suis à l'opposition, je suis aussi citoyen. Il y a l'établissement, comme on dit, ouais, qui était censé nous dire que nous acceptons ou pas. Mais du fait qu'il n'y a pas eu ça, donc c'est que tout le monde est d'accord. Jusqu'à hier, avant sa prestation de serment, il y a eu des échauffourées au niveau de l'Est de la RDC, à Goma, à Ituri. Il y a eu des casses, il y a eu même des coups de feu qui se sont fait entendre. Je reviens du fait que la prestation de serment a eu lieu et qu'il n'y a pas eu contestation de cet événement. À Kinshasa. De cet événement. Non, mais je vous dis qu'à Kinshasa. Le siège de pouvoir, c'est où? Mais si le reste du pays conteste la validation de ces élections... Est-ce que tous les pays ont voté? Non. Dis-moi que... Malgré ça, tout le monde est d'accord. Voilà. Tout le monde est d'accord, mais nous dirions aussi que la plus grande partie du pays est d'accord. Ben, pas tout le monde, la plus grande partie. Excusez-moi, semble-t-il, c'est la démocratie. Oui. C'est la voix de la majorité qui compte. D'accord. Et encore. Nous allons un peu essayer de rentrer dans la partie élective. Hein. Nous avions suivi Kadima avant les élections, pendant la préparation électorale, et parti en Corée où ils ont commandé les machines. Apparemment, on nous dira qu'il y a eu Nanga qui avait, en son temps, en 2018, laissé des appareils électoraux. Écoutez, Didier. Qui trompe qui? Quand même, vous êtes la société civile, vous devrez avoir des comptes. Nous, le Congo a déboursé 1,2 milliard de dollars pour ces élections de 2023. Est-ce que vous avez déjà commencé à constituer un dossier pour demander des comptes à M. Kadima? Mais, monsieur le sénateur, on vous appelle sénateur, c'est ça. C'est l'intelligence, c'est aussi la fonction. Okay? Les titres plutôt. Okay? Dans ces titres-là, c'est un titre qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence. Je me souviendrai, si j'ose ouvrir cette parenthèse, quand j'ai commencé l'exercice parlementaire ici en Suisse, en m'abordant, une des premières informations qu'on m'a données, écoutez, ça ne te prendra pas beaucoup de temps, mais
c'est vrai qu'il faut beaucoup lire. Mhm. C'est un exercice qui demande beaucoup de lecture. Beaucoup, plus que l'écriture. Je ferme cette parenthèse. Je pense, honnêtement, toutes choses, les carottes étant cuites, et que ceux-là qui étaient censés faire ce travail, qui avaient pris les devants, ne l'ont pas fait, et que tout le monde est tombé d'accord le 20 janvier, je pense que c'est une nouvelle page qui doit s'ouvrir dès maintenant. C'est-à-dire que si nous devons prévoir une future alternance ou une future continuité, c'est maintenant. C'est maintenant et avec la matière. J'ai entendu une expression congolaise qui passe très souvent, qui dit que Ata Bolambi, Boutier na Mesa, Bobengi Biso, Tokoyate. Ce qui a fait Joseph Kabila. Peu importe, c'est une expression qui tourne. Bah oui, mais lui, il a vraiment c'est pratiqué. son choix, il n'est pas le seul à pouvoir le faire. Ouais. Hein? Je n'ai vu aucun adversaire présidentiel au stade. Hein? Ça, c'est à la fin, c'est déjà attesté. Voilà. Donc, mais moi, je viens dire. Lui, c'est du début à la fin. Maintenant que vous avez préparé, maintenant que Bolambi, invitation ou sans invitation, Togolia Nanko. Ça, c'est moi qui dis. Togolia Nanko. Pourquoi je dis Togolia Nanko? Je suis en train d'ouvrir une nouvelle page. Hein. Oui. Ce que je dis, je ne mets pas de côté tes observations sur ce qui s'est passé. De toutes les façons, aujourd'hui, Kadima et le nouveau régime sont des mèches. Quelle que soit la démarche que nous ferons, ça n'aboutira à rien. Maintenant, commençons à nous préparer, soit pour une éventuelle continuité de l'idéologie, de la matière qui est mise sur la table, soit pour préparer une future alternance contre ce qui est mis en place. J'avance. Pendant la période électorale, quand on a accompagné la population, on avait dit que les pouvoirs avaient une double responsabilité. Double responsabilité dans le sens qu'ils devaient présenter à la fois le bilan et les perspectives d'avenir. Mais maintenant, ça tourne du côté de l'opposition. L'opposition maintenant a aussi une double responsabilité. C'est évidemment de suivre la matière mise en place sur les plateaux par le pouvoir et se préparer à une éventuelle, comme je dis, alternance ou éventuellement rupture. Quelle est cette matière? C'est un nouveau livre, un nouveau chapitre qui s'ouvre de 6 chantiers. Je ne sais pas si vous avez compris qu'il y a de nouveaux 6 chantiers sur la table. Oui, on en reviendra tout à l'heure. J'aimerais aller vers la régie pour qu'on nous balance une publicité au niveau de Rénan. Vous allez le suivre, nous avons préparé quelque chose pour vous. À très bientôt. Voilà, nous revenons sur le plateau du sénateur, le grand format, avec notre ami Augustin Mukamba, le président de la communauté congolaise de Rénan et Ouest Lausannois. Des promesses. Il a tenu 2 promesses. Il a fait 5 ans. Le premier mandat est fini avec 2 promesses. Certains, peut-être, ont été réalisés que l'opposition ne voit pas ou ne trouve pas valable. Et hier, c'était le 20. Bizarrement, le chiffre 20 revient toujours. C'est maintenant que je viens de me rendre compte, en m'adressant à vous, monsieur le président, que je me rends compte que tout est 20, 20, 20, 20 avec Félix Tshisekedi. Oui, c'était le 20, le candidat numéro 20. Et il faut lui donner 100 moins 20. Il fallait lui donner 80%, 80%. C'est-à-dire 100 moins 20. Bon, ça sont des analyses, mais on n'est plus à ce stade-là. Voilà. Il a promis quelques réalisations. 6 chantiers. 6 chantiers, un sujet des sociétés. Il a mentionné son second mandat sera pour le peuple. Êtes-vous convaincu de ce qu'il a annoncé ou bien c'est encore Nous avons entendu parler d'abord le peuple. Ça, c'était pendant la campagne de 2018. Ça n'a rien changé. On joue avec les mots. Donc, on joue avec les mots. Pensez-vous que
de toutes ces promesses qu'il a annoncées le 20 janvier 2024 seront-ils réalisées? Je viens de le dire. Maintenant que Bolambi, Boutier Namesa, invitation ou sans invitation, Tokolia Nanko. Donc vous, la société civile et l'opposition, vous allez vous intéresser à son programme. Vouloir ou pas, vous y mettrez votre nez. Ça, c'est moi. Maintenant, je quitte ma casquette de la société civile. Voilà. Je me dis, si l'opposition doit commencer, si une alternance doit se projeter, si une continuité doit se projeter, je contrôle bien mes mots, hein. C'est maintenant, c'est depuis le 20 parce que nous avons mené la matière. Je dis que maintenant, ceux qui veulent ce changement ou cette continuité doivent commencer le travail depuis le 20. Pourquoi? Parce qu'avant, ne revenons pas sur ce qui est passé au premier quinquennat. C'est le dernier quinquennat et il y a des bases. Pensez-vous que c'est le dernier? Parce qu'ils ont déjà annoncé qu'ils vont retoucher la Constitution, déverrouiller la Constitution. Même si on déverrouillait, ça serait, on dit la loi n'a pas d'effet rétroactif. Donc ça serait pour une projection à venir. Au moment où le président est entré en fonction, il est entré sur base de l'ancienne Constitution. Donc sa législature sera placée sur base, dirigée sur base de cette Constitution en cours. Donc s'il y aura modification des constitutions, ça serait pour, évidemment, le futur locataire de la présidence. Mais ce qui est important, c'est qu'on revienne sur ces 6 chantiers. C'est pas pour rien, je dis que Togoli a Nanko, et nous allons nous impliquer Nanko, parce que ce sont nos matières. Je peux ouvrir une petite parenthèse. Quand nous avons créé les magazines Écho du gouverneur, il y a des choses que nous avions dit. Et curieusement, quand il y a eu cet imbroglio au niveau du gouvernorat, nous avons parlé des A, B, C, D, quinoa. Et vous avez vu, il y a déjà les A et les B qui sont en exécution, c'est-à-dire l'embouteillage et la salubrité. Hein? Il reste la question des courants et l'eau. Est-ce que c'est le rôle du gouverneur de faire, bien sûr, faire dégager les embouteillages dans la ville de Kinshasa? Ce n'est pas vous qui habitez l'Occident, on ne voit jamais un syndic descendre dans les rues. Et ils descendent. Moi, je venais en tant que président de la société civile de l'Ouest Lausanne. On a fait une mission avec le syndic de Renan. C'est une mission. C'était d'observer comment est-ce que les enfants sont sécurisés sur la voie publique. Oui. Et on était des fois sur le terrain à regarder comment est-ce que les chauffeurs respectaient les zones 30 et les passages piétons. Donc ça peut arriver. Mais c'est à la responsabilité évidemment de l'autorité publique, politique, d'instruire. Et or, pour instruire, selon sa méthode, certains restent au bureau, travaillent avec les conseillers, d'autres sont les gens du terrain, ils regardent, ils dégagent des pistes. Il y a ce qu'on appelle la méthode inductive et la méthode déductive. Tu es l'homme de mathématiques, tu dois connaître ça dans les statistiques. Maintenant, si je dois retourner sur les programmes présidentiels, on a parlé de 6 chantiers. 6 chantiers, ce sont des chantiers, des éléments que nous, on a tant crié et nous y sommes là-dedans. Le pouvoir d'achat, la sécurité, la couverture assurance maladie, il y avait encore quoi? La diversité de l'économie. Création d'emplois. La création d'emplois. Et puis enfin, il y en a 6. Le 6e, c'est quoi? On a parlé de la création d'emplois, la diversité de l'économie, le pouvoir d'achat, la sécurité, la couverture assurance maladie. Il y a le 6e chantier, parce que ce sont les 6 qu'il a parlé, ça viendrait, je vais vous donner. Mais tous ces éléments, ce sont des éléments que nous maîtrisons, que nous avions ciblés. Comment nous l'avions ciblé? Plusieurs fois avec toi, d'ailleurs, on a fait des émissions. On s'est posé la question, on continue à se poser cette question-là. Comment nous sommes dans un pays qui produit des tonnes et des tonnes, des milliers et des milliers d'universitaires, mais le taux de chômage reste incalculable. C'est contradictoire. Il faut répondre à cette équation. Donc, la création d'emplois. Comment?
Vous vous souviendrez, quand nous avions parlé des initiatives citoyennes, on avait parlé de Noël Chani, qui n'était pas au Parlement, mais qui a proposé sa fameuse loi de pères et de mères. Moi, de mon côté, je ne suis pas au Parlement, mais j'avais proposé la loi sur la création d'emplois. Vous vous souvenez? Il y en a encore, ceux qui vont le chercher sur le net, il y en a, on peut vous mettre les liens. On va le trouver. Donc, c'est une matière où nous sommes pleinement là-dedans. Deuxièmement, la question de la diversité de l'économie. Il faut diversifier nos économies. Avec toi aussi, je crois, on a fait une émission où nous avons démontré que le Congo a toujours eu une économie diversifiée, mais simplement, il faut mettre de l'ordre pour qu'on puisse vivre les effets de cette diversification de l'économie. Parce que longtemps, on nous a fait croire que l'économie était basée sur les minéraux, sur l'exportation des minéraux. Or, le temps a évolué. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects que nous n'avions pas encore abordés, notamment l'industrie, la transformation sur place, mais l'économie a toujours été diversifiée, il n'y a pas que les minéraux. La sécurité nationale, nous avons donné des pistes en disant qu'il n'y a pas une meilleure armée si elle n'est pas en collaboration avec la population. C'est un élément et puis il faut renforcer l'armée. Plus loin, j'avais même proposé l'autonomie de l'armée. Que l'armée soit vraiment autonome à 100%, rester dans les missions qui sont les leurs. Tu comprends ça? Donc, les armées, les acteurs de l'armée, ou les missions qui est attribuée exclusivement à l'armée. La question de la couverture, justement, santé, eh bien là, même moi, je me pose la question, comment ça va aller? Je sais qu'on avait donné une première piste, une première proposition que nous avions faite, c'était de faire en sorte de rendre des consultations gratuites. Mais la prise en charge de médicaments soit prise en charge par l'individu. Ça aurait été un premier pas. C'était notre proposition pour être réaliste. Mais là, nous avons entendu, bon, on veut une couverture maladie, je sais pas comment ça va se faire. Et plus loin, grave encore, les premiers points déjà lâchés, c'était la gratuité de la maternité. Et là, on en avait aussi parlé. On peut rigoler, mais ce n'est pas ça. Il faut compter que maintenant, le Congo, c'est à peu près 100 millions d'habitants. 110 millions. 110 millions d'habitants. Lorsque je préparais cette émission, ce plateau, j'ai eu à parler avec un des amis de Délice Sanga, qui ils ont fréquenté les mêmes universités. Et lui, c'est un grand économiste qui habite à Paris. Et il m'a dit ceci. Vous savez, sénateur, le problème du Congo, soit ceux qui dirigent le Congo, soit les Congolais eux-mêmes ne connaissent pas le Congo. Il m'a posé une question qui m'a vraiment touché et m'a perturbé. Il m'a dit, tu demandes à un Congolais, même ici à Paris ou à Kinshasa, tu lui demandes, tu es de quelle province? Il te dira, je suis du Kinshasa, du Congo central. Mais pose la question à ces Congolais, est-ce qu'ils connaissent le Congo? Connais-tu le Congo? C'est difficile, hein? C'est facile de dire, mais c'est difficile de répondre à ça. Entre-temps, je reviens sur le 6e chantier, voilà. C'est la stabilité de la monnaie. Voilà. On reviendra sur ça. On reviendra sur ça. Voilà. Connaître le Congo, non, des fois, il faut être modeste. Moi-même, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le Congo. Je connaissais le Congo théoriquement. Pourquoi je dis ça? Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Mais quand j'ai commencé à aller dans le Congo profond, c'est-à-dire sortir un peu de Kinshasa, faire les Bas-Congo, faire les Bandundu, faire les Katanga et bien d'autres provinces, c'est là où je me dis que non, arrêtez. Voilà, c'est les grands problèmes du Congolais, c'est ça. Et il m'a expliqué ce matin, pendant 30 minutes, il a dit, les jours où les Congolais comprendront, disons, définiront les Congos comme le vrai Congo, c'est ces jours-là que nous allons comprendre. Et il m'a fait des calculs tout simples. Hein. Il a dit, prenons, on est 100 millions d'habitants. On donne à chaque Congolais 100 dollars. On les multiplie par 12, ça fait 1200 dollars. Il a dit, multiplier maintenant 1200 dollars multiplié par 110 millions d'habitants,
C'est simple. Tu es dans les calculs de ce qu'on appelle les PIB, Voilà. le PNB, et pour arriver à établir ce qu'on appelle le budget national. Voilà. C'est ce processus-là. C'est simple. Il m'a dit c'est vraiment pas compliqué. Alors, ceux qui dirigent les Congos, soit ils ne connaissent pas les Congos, soit c'est des gens qui ne veulent pas vraiment que les Congos s'en sortent. Sénateur, C'est un petit calcul ensemble. si tu permets que je puisse t'interrompre, je crois dans une de nos dernières émissions, je ne sais pas si c'était avec toi ou dans une autre chaîne, j'en appelais à la presse, à la chronique scientifique. Ouais. Les étudiants, normalement, en finissant le cycle, les études, que ce soit la licence ou le graduat, maintenant j'entends parler du master, ça me fait rire, on change de dénomination. Si nous devons aller fouiller, ou fouiner, comme on peut le dire, tous ces travaux, parce qu'il y en a, ça reste à l'université. Voilà. Vous verrez qu'il y en a peu de ces recherches, de ces mémoires qui parlent de la vie nationale. C'est-à-dire un secteur, mais qui touche la vie nationale. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous allez me contredire, nous sommes sur le net. Hein? Oui. Si je ne suis pas adroit, si je suis maladroit, s'il vous plaît, merci de me ramener sur le droit chemin, à moins que je m'oublie. Tous les étudiants à l'université, ils savent qu'il y a un cours qu'on appelle la méthodologie de recherche. Ce cours-là est dispensé, je crois, en 2e année déjà. Et tout étudiant, tout chercheur sait, il y a des éléments de base à la recherche. Ces éléments, c'est quoi? Une fois trouvé son sujet, on essaye de le définir dans le temps et dans l'espace. OK? Oui. Tout chercheur sait ces bases que je suis en train de dire ici, dans le temps et dans l'espace. Maintenant, combien y a-t-il de travaux dans nos universités, je dis bien toutes nos universités, qui parlent d'un sujet, mais qui touche la vie nationale? Vous verrez que par manque de moyens, ou d'accessibilité, ou de la recherche, les études, les mémoires, les travaux de fin d'études se résument dans un petit rayon. Vous comprenez ça? Donc l'étudiant préfère parler par exemple d'une petite commune qu'il ne va même pas tout aussi sillonner, ou d'une petite ville qu'il n'aura même pas la chance de tout sillonner. Or, on mettrait un paquet dans la recherche scientifique, ça permettrait à nos savants et futurs savants, parce que nous avons des gens intelligents au Congo, ils seraient capables, s'ils ont les moyens de sillonner tous les pays, pour un sujet X, ils pourront sillonner tous les pays et avoir des échantillons de partout qui permettront à ce qu'une théorie soit établie pour répondre à un besoin X ou Y. Ce qui n'est pas le cas actuellement dans notre pays. Donc, d'où, dans la refondation du Congo, l'enseignement, déjà primaire et secondaire, et la recherche scientifique, autrement dit l'enseignement supérieur, doivent être au front pour répondre et aux besoins de la population et à la création d'emplois que veut l'actuel locataire de la présidence. Voilà. Voilà, donc nous allons encore aller vers la régie pour une deuxième publicité. Voilà.